Je vous remercie. Est-ce qu'on peut tirer un bilan de cette situation en Côte d'Ivoire? Je crois que le temps parlera par lui-même par rapport à tous les efforts qui ont été mis en œuvre par un certain nombre d'acteurs internationaux notamment pour porter M. Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire dans les conditions qu'on connaît, c'est-à-dire donc celle d'une élection qui a vu un vainqueur qui était M. Laurent Gbagbo et qui s'est fait évincer par la force et par un ensemble de pressions internationales au profit de M. Ouattara. On peut considérer donc effectivement que la Côte d'Ivoire devrait baigner dans un bonheur exceptionnel puisque toute cette opération a duré 20 ans pour que M. Ouattara soit porté à tête de ce pays, comme je le disais. Est-ce que c'est le cas? Je serais bien en peine, en tout cas, de le confirmer, malgré tous mes efforts, pour rester objectif. Je pense que la crise politique a été initiée par l'entrée fracassante de M. Ouattara sur la scène politique ivoirienne, à partir notamment du décès du président Félix Houphouët-Boigny, et qui a conduit au premier coup d'État de la Côte d'Ivoire contre donc, le régime de M. Henri Konan Bédié, puis au coup d'État contre le régime du président Laurent Gbagbo. Je puis dire qu'au vu de ce parcours sanglant, l'équation Ouattara a abouti à une chose, c'est de plonger la Côte d'Ivoire dans une crise permanente. Donc la crise politique qu'on croyait résoudre en obtenant par tous les moyens le départ du président Laurent Gbagbo est plus que jamais d'actualité. Elle se manifeste de différentes façons et de façon très rapide en schématisant. On peut dire qu'elle se manifeste par une crise de légitimité, puisque M. Ouattara a du mal à avoir la légitimité qu'il n'a pas eue. Les élections qu'il a organisées ont été boycottées par le Front populaire ivoirien, qui par la même occasion a démontré sa majorité sociologique, affective et effective, puisqu'on n'a jamais pu dépasser pour les 3 élections qu'il y a eu sous M. Ouattara un taux de participation de 15%, et si je veux être charitable, peut-être autour de 20%, ce qui ne s'était jamais vu. Ce qui fait que les institutions issues de ce régime sont boiteuses et n'ont pas la légitimité nécessaire pour parler au nom du peuple ivoirien. Cela est source donc de blocage. Le deuxième axe concerne les libertés fondamentales et les libertés publiques et le fait que, plus de 4 ans après la crise dite post-électorale, on se retrouve avec environ 1 millier de prisonniers politiques connus. On ne parle pas de ceux qui sont détenus dans des lieux secrets comme la DST ou certaines prisons dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et ces gens sont détenus sans procès depuis tout ce temps. Il y a des morts toutes les semaines. Ces libertés fondamentales ne peuvent plus s'exercer puisque l'opposition elle-même, lorsqu'elle doit organiser des manifestations, comme on l'a vu récemment avec les jeunes de la coalition des indignés, etc., ne sont plus en mesure de tenir des meetings sans que les hommes du régime ne viennent user de violence pour les empêcher. Et la justice est aux ordres puisque on se sert de la justice pour enfermer des adversaires politiques, comme c'est le cas par exemple actuellement, le cas récent du ministre Moïse Dakwasi, qui a été à nouveau arrêté après avoir été livré à la Côte d'Ivoire dans des conditions qui ne respectaient aucune forme juridique régulière. Quant au plan économique, qui aurait dû être celui véritablement qui devait apporter satisfaction, on nous dit qu'il y a un pont qui est construit, on nous dit qu'il y a des routes qui sont refaites, et on constate effectivement que ce pont en train d'être construit avait été budgétisé déjà depuis des années. On se rend compte que l'autoroute du Nord qui a été terminée était budgétisée depuis et qu'il ne restait que quelques dizaines de kilomètres à faire sur des fonds qui étaient déjà disponibles. On se rend compte que les routes qui soi-disant sont refaites s'abîment dès le lendemain parce qu'on assiste à un grand marché de surfacturation. Alors, surtout, on se rend compte que la Côte d'Ivoire vit à nouveau de la dette, alors que le précédent régime
avec toutes les difficultés, c'est-à-dire la division du pays en deux, avait réussi à assurer les rémunérations des fonctionnaires, de tous les travailleurs, arrivait à scolariser, à payer les bourses, arrivait à maintenir l'État debout, alors qu'aujourd'hui, avec un pays réunifié, on constate quoi? On constate que, alors que nous avions pu rembourser plus de 2 tiers de la dette, ce qui avait fait de la Côte d'Ivoire un pays éligible au PPTE, on se retrouve à nouveau avec un endettement en moins de 3 ans de 4 000 milliards de francs CFA. Et on ne se rend pas compte que cet endettement va peser sur les générations non seulement immédiates, mais à venir. Et donc, un développement en trompe-l'œil qui se fait sur la base donc, de l'endettement n'en est pas un, puisqu'il n'y a pas de création d'emplois. On est à 5 millions de personnes inactives officiellement. Et les derniers chiffres donnés par le Bureau international du travail parlaient plutôt de plus de 10 millions d'Ivoiriens en état de travailler qui n'étaient pas au travail. Donc il n'y a aucune création de richesse, il y a la création par des chiffres un peu gonflés d'un développement totalement artificiel. Alors, au vu de tout cela, si on considère que le bilan de M. Ouattara est positif, je dirais oui, il est positif en ce sens où il a fini par accomplir le rêve de ses mandants, à savoir replonger la Côte d'Ivoire dans la soumission et en faire un État à nouveau plus que jamais dépendant des grandes puissances et des grands réseaux financiers internationaux officiels et voire mafieux pour certains. La situation interne au FPI est perturbante pour la majorité des Ivoiriens qui se reconnaissent dans ce parti. Et pour le militant d'ailleurs que je suis du FPI depuis les années 90, c'est-à-dire dès la création de ce parti, tout en n'y occupant pas de fonctions éminentes, je me sens également interpellé, mais en même temps, on a une double lecture à faire. La lecture primordiale que le militant et l'acteur politique que je crois être fait, c'est celle de l'histoire, et donc du sens de l'histoire, en ce sens que tous les grands mouvements politiques, quels qu'ils soient, sont passés par ce genre d'étapes. Et surtout, n'oubliez pas que le FPI revient de loin. C'est un parti qu'on a voulu dissoudre, qu'on a voulu considérer comme terroriste. C'est un parti dont les 2 tiers des cadres étaient en exil et dont un gros tiers reste encore en exil. C'est un parti dont l'essentiel de la direction est poursuivi par les juridictions nationales ou internationales. C'est un parti dont la jeunesse qui en était le fer de lance est en exil ou emprisonné ou pourchassé continuellement par les milices du régime. C'est un parti dont les populations locales, paysannes, qui en sont aussi un socle, se trouvent désemparées parce que vous avez aujourd'hui des occupations de terres par des forces venues de l'étranger ou des populations qu'on fait venir du Burkina Faso et des pays voisins. Donc on a affaire à un parti qui, en réalité, si ça avait été tout autre parti, serait totalement en déclin. Or, ce parti a démontré sa vitalité, comme je le disais, puisqu'il a réussi, en ne participant pas à des élections, à démontrer la minorité de ceux qui sont là. Et à partir de ce moment, quand on sort d'un tel cataclysme, il est normal que des questions se posent. Quelle sera la ligne de ce parti? Le leader du parti est lui-même détenu à l'extérieur, à La Haye, où il a été déporté. Les questions qui se posent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les forces du parti doivent composer avec ceux qui sont en place en espérant des libérations, en espérant que les fonds soient dégelés et sous la pression également, on le sait, de la communauté dite internationale, notamment de la France surtout, en allant dans le sens d'une collaboration avec ceux qui sont là pour espérer obtenir quelconque, peut-être une meilleure situation, ou alors le FPI qui a payé le prix de sa posture souverainiste, doit-il demeurer dans cette posture de combat et démontrer par sa fermeté
qu'il n'est pas question de monnayer notre liberté et que ce n'est pas le rapport de force que nous allons établir que nos adversaires seront obligés de venir discuter avec nous pour aboutir à une solution. Ce sont là des interrogations normales et qui effectivement traversent les différents courants du parti. Et face à cela, je pense que il y a eu trop de débordements que je déplore, notamment sur les réseaux sociaux, dans la presse. Je pense aussi qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu, je pense que le président Afi, qui a été très soutenu quand il est sorti de prison, a laissé prise à certains doutes par certaines de ces mesures qu'il a prises. Et donc, effectivement, ces doutes-là ont conduit un peu à cette situation de blocage. Cela dit, aujourd'hui, j'ai toujours prôné, pour moi, l'unité du parti. J'ai œuvré à mon petit niveau à cela. Et je travaillerai toujours à cela, car je pense que le FPI ne peut pas s'offrir le luxe d'accomplir finalement ce que nos adversaires, ce dont nos adversaires ont rêvé depuis tout ce temps, c'est-à-dire un parti qui allait exploser et qui n'allait plus être un acteur central. Par conséquent, nous sommes arrivés à un point où voici un peu comment la situation se présente. Il y a une crise au sein du parti. Il y a le président, le fondateur du parti, qui est donc le président Laurent Gbagbo, qui est détenu, certes, mais qui a l'autorité morale pour reprendre les choses en main et, dans le cadre de cette reprise en main de la situation, faire asseoir les différents protagonistes internes au parti pour donner, pour suggérer, en tout cas, la ligne qui pourrait être celle sur laquelle le parti va repartir sur de nouvelles bases. Donc je crois qu'à partir du moment où le président, certains militants ont estimé qu'il fallait faire appel au président Laurent Gbagbo, il y a lieu de tenir compte de cela dorénavant et donc qu'on mette un peu la balle au centre et que sur cette base, on se range derrière le président et puis qu'on discute entre nous pour trouver les solutions pour chacune des tendances du parti. C'est un peu ce à quoi, si je peux œuvrer, c'est ce à quoi je voudrais, moi, pour que ce parti retrouve la sérénité. Ce qui s'est passé au Burkina est exceptionnel. C'est un cataclysme parce que ça part d'une volonté qui est celle d'un régime en réalité qui n'avait pas tant de légitimité que ça, parce que ce qu'on oublie, on le rappelle maintenant en France, mais nous on a toujours su la façon dont M. Compaoré est arrivé au pouvoir, cette façon sanglante d'assassiner le président Thomas Sankara et un certain nombre de collaborateurs et ensuite d'éliminer le capitaine Lingani et Zongo et par la suite toute autre opposition et de finalement organiser chaque fois des semblants d'élections où les taux de participation étaient tout aussi bas d'ailleurs que ceux que j'ai évoqués en Côte d'Ivoire, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que la majorité des élections que Blaise a organisées se sont soldées par un boycott de l'opposition. Et il était en général, chaque fois, c'était des taux de participation autour de 20-25%. Et donc, il n'a jamais une réelle légitimité, mais il a forgé sa légitimité par l'extérieur, par son implication dans la déstabilisation des autres pays. Et donc, la Côte d'Ivoire est une victime directe des actions de déstabilisation de M. Compaoré, tout comme l'ont été la Sierra Leone et le Libéria. Et d'ailleurs, M. Compaoré a été abondamment cité lors du procès de Charles Taylor notamment. À partir de ce moment, ce qui est arrivé obéissait à la volonté de réappropriation par le peuple burkinabé de sa souveraineté et de vouloir décider de son destin face à quelqu'un qui était au pouvoir depuis trop longtemps. Alors, qu'est-ce que cela donne aujourd'hui? À l'intérieur même du Burkina, je salue évidemment le combat des forces démocratiques burkinabées. Je crois qu'il faut surtout saluer plus que les partis d'opposition qui finalement ont été mis un peu devant le fait accompli, parce qu'un grand nombre quand même de dirigeants de ces partis d'opposition sont issus du sein, si je puis dire, nourricier de Blaise Compaoré.
hormis le sankariste Benewende Sankara, la majorité des opposants sont des personnes qui sont redevables à Blaise, qui ont fait toute leur carrière et ont été dépassés par la volonté populaire de ne plus accepter ce qui s'est passé. Et donc ça, c'est un premier signe très important qu'il faut saluer. Cela dit, on peut craindre dans la façon dont la tradition est menée, même si officiellement tout le monde est d'accord, une forme un peu de captation de la révolution, puisqu'on retrouve finalement au niveau de la transition deux acteurs clés du système Blaise, et notamment surtout le capitaine et le lieutenant-colonel Zida, qui était un peu l'un des hommes des basses besognes de Blaise Compaoré, notamment en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire. Cela peut inquiéter, mais je crois que le peuple burkinabé ne se laissera pas voler. Et ce qui l'attend, c'est surtout les conditions d'une élection libre et démocratique. Et c'est à cela qu'ils sont en train d'œuvrer et tous nos voeux les accompagnent. L'impact est énorme, puisque Blaise Compaoré, de façon claire, est vu, est considéré à juste titre comme l'homme de la France-Afrique. Et c'est un pilier de la France-Afrique qui tombe. Et comme on l'a fait remarquer, il y a une quinzaine de pays africains où les chefs d'État doivent passer la main et où ils souhaitent modifier les constitutions. Et alors, c'est un coup de semonce qui est venu de Ouaga et qui va démontrer que les peuples sont capables de se libérer par eux-mêmes sans apport extérieur. Par conséquent, ce qui se passe actuellement au Togo s'inscrit dans cette droite ligne. C'est une situation effectivement inacceptable au Togo de voir un clan familial au pouvoir depuis 50 ans. Et au Congo, je pense que le président Kabila est en train de réfléchir. En RDC, au Congo-Brazza, le président Sassou est en train de réfléchir. Et si cela peut permettre d'avoir une coalition très large des oppositions africaines pour l'alternance démocratique, je pense que c'est une piste, c'est une balle que nous lançons pour qu'il y ait une unité d'action en ce sens. Pour la Côte d'Ivoire, l'impact est très clair. C'est que M. Compaoré s'est retrouvé en Côte d'Ivoire et avec aux côtés de son complice, M. Ouattara. Il a fui la Côte d'Ivoire très vite parce qu'on n'acceptait pas, les Ivoiriens n'acceptent pas sa présence en Côte d'Ivoire, parce qu'il craint un certain nombre de procédures. Ben, je pense que M. Compaoré, qui avait eu le culot de prédire que M. Gbagbo finirait à la CPI, va l'y remplacer absolument en tout état de cause, parce que les crimes qu'il a commis dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest ont produit des victimes qui sont aujourd'hui prêtes à le poursuivre. Pour le reste, cela m'indique certainement que M. Ouattara, dont la légitimité est déjà sujette à caution, ne prendra pas le risque de faire des élections en Côte d'Ivoire de sitôt, certainement pas en 2015, et qu'il cherchera à gagner du temps. Ce qui fait que le débat sur les élections ne doit pas être pour nous le débat déterminant en Côte d'Ivoire. C'est le débat sur la nouvelle posture que nous devons avoir pour que, quand M. Ouattara ne sera plus là, nous apprenions à revivre ensemble et nous apprenons surtout à refaire de la Côte d'Ivoire le moteur de la libération de l'Afrique et de la restitution de la souveraineté africaine. Ce sont là les vrais enjeux auxquels j'appelle véritablement tous les démocrates à réfléchir et à quitter donc les débats sans intérêt concernant l'immédiat, c'est-à-dire la question d'éventuelles élections. Ce n'est pas là, pour moi, le fond. Alors, très rapidement, sur la Côte d'Ivoire, j'en ai parlé déjà. Donc, il y a tous ces prisonniers qui vivent dans des conditions infernales. Il y a des rapports qui l'établissent. Je pense qu'il faudrait se mobiliser pour que ces prisonniers-là fassent l'objet d'une libération pure et simple. Mais si M. Ouattara et son système veulent gagner du temps, qu'ils aient au moins le courage de les juger, de telle sorte que nous, on puisse aller les défendre et qu'on puisse démontrer qu'il n'y a rien contre eux. Et en le disant, je pense donc à ce millier donc, de détenus politiques. Je pense évidemment à Mme Simone Gbagbo, je pense à toutes les personnalités plus ou moins en liberté provisoire. Sur l'international, vous aurez appris la date dite du procès du président Laurent Gbagbo au mois de juillet. Évidemment, nous sommes dans un procès purement politique, on est bien obligé de le dire. Le but est d'écarter le président
du jeu politique ivoirien, jusqu'à ce que M. Ouattara soit puisse rester indéfiniment au pouvoir ou puisse renouveler celui-ci d'une façon ou d'une autre. Dans tous les cas, il n'est pas éligible normalement, donc je ne sais pas comment il fera. Mais toujours est-il qu'il s'agissait de tenir le président Gbagbo éloigné. Voilà pourquoi vous aurez constaté que le procureur souhaitait que le procès se fasse à la fin de l'année 2015. Est-ce que ce procès aura lieu en juillet 2015? On verra bien. Je pense que la meilleure chose qui puisse arriver à la CPI, c'est que ceux qui ont envoyé le président Laurent Gbagbo là-bas se rendent compte qu'ils ont commis une grave erreur et que sur la base donc d'une solution dont eux seuls, en tout cas, ont le secret, se rendent compte que ça ne sert à rien de faire ce procès parce que si procès il y a, il va coïncider pour moi avec la fin de la CPI. Et je ne crois pas que ceux qui ont créé la CPI le souhaitent. Mais ça veut dire donc que du côté du président Laurent Gbagbo, l'équipe et tous ceux qui travaillent à sa défense sont prêts pour un éventuel procès dont il ne peut sortir que blanchi. Et on est dans la même veine en ce qui concerne le ministre Charles Blé Goudé, qui a été déporté également à la CPI dans des conditions tout aussi illégales que celles du président. Le ministre Charles Blé Goudé a démontré qu'il avait le moral très solide et qu'il était prêt à assumer sa présence là-bas et à ne pas se compromettre ou à ne pas compromettre en tout cas le combat qu'il avait engagé, ça veut dire celui d'une libération totale de la Côte d'Ivoire. Il est dans cette posture-là, il a démontré lors de ses 2 premières comparutions, on est très fiers de lui et je pense qu'il sortira triomphalement de la CPI au terme du temps que cela prendra et qu'il est prêt à assumer véritablement son rôle historique pour la manifestation de la vérité et de la justice en Afrique.